ce qui concerne la question que vous posez, le franc CFA, il faut avouer qu'aujourd'hui, au moment où le monde est en train de sortir du système des banques centrales, au moment où la monnaie commence à être démystifiée complètement dans le monde, les pays africains francophones sont encore enchâssés dans un système totalement caduque qui date de l'après-guerre en 1945, qui a été mis en place sous le schéma du mark allemand qui avait été implanté en France pendant la période d'occupation, qui permettait à l'Allemagne à l'époque d'exploiter les productions françaises pour financer la reconstruction et la guerre allemande. Et à la fin de la guerre, le président français de Gaulle a répliqué le système en Afrique. Un taux d'échange fixe avec des réserves de change qui sont stockées auprès du Trésor public français. Personne n'a aujourd'hui, depuis 1945, personne ne sait aujourd'hui exactement quel est le contenu de ces comptes d'opération ouverts auprès du Trésor public français, qui donne la garantie à un franc CFA, garantie de convertibilité, mais d'une monnaie qui n'a aucune valeur au-delà des frontières des pays africains de la zone franc. Ça fait marché de dupes. Une garantie d'avoir un découvert illimité d'une monnaie qui ne sert même pas à vendre le cacao ou à acheter des ordinateurs à l'étranger. Tout se passe comme si les pays africains refusaient d'assumer leur souveraineté et préféraient dormir sous le parapluie français. Mais à quel coût pour le contribuable français? À quel coût pour les populations africaines? C'est ce type d'études que nous lançons et que nous allons approfondir. De retour sur Arrêt sur Info sur 3ATM Sud pour parler du franc CFA. Alors Jean-Philippe, effectivement nous sommes revenus sur cette question des 65% des réserves détenues par le Trésor français. Cet argent, lorsqu'il est en France, qu'est-ce qu'il devient? Alors moi je dirais déjà deux choses. La première chose, c'est que je pense que le Français moyen ne sait pas exactement ce qui se passe. Parce que je pense que s'il savait vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire entre ce qu'on lui raconte dans les journaux, à la télévision, l'Afrique, le sous-développement, et le comportement de l'État français, qui sponsorise ce sous-développement, je pense que les gens sauteraient au plafond et commenceraient à se poser de sérieuses questions par rapport déjà à la politique d'immigration, où on a toujours les biens, les capitaux, les matières premières qui circulent, mais au niveau de l'humain, c'est l'humain qui pose un problème. Donc l'État français maintient vraiment les économies africaines. C'est-à-dire que, oui, en captivité, il faut dire les choses. Parce que, vous savez, si vous faites vraiment l'origine vraiment du franc CFA, Hitler, quand il a pris possession de la France à la Seconde Guerre mondiale, il a imposé à la France un système financier. Et c'est là où la France a découvert véritablement ce que c'est que la gestion sous tutelle d'un système financier. Voilà pourquoi le franc CFA n'arrive qu'après la guerre. C'est-à-dire c'est à la fin de la guerre qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Vous savez, M. Mesmer est décédé aujourd'hui, mais le jour où on aura l'occasion d'accéder à sa biographie et de voir véritablement ce qui s'est passé, je pense que les gens vont quand même se poser beaucoup de questions. Maintenant, il y a une chose qui est vraie. C'est que quand on regarde, vous savez, il n'y a pas de souveraineté sans souveraineté monétaire. Donc l'Afrique, elle n'est pas indépendante. Parce que pour être indépendant, il faut pouvoir gérer sa monnaie. Bon, maintenant, si vous avez un salaire de 2000 euros par mois, et que je pars avec 65% de ce montant, et je vous oblige à bloquer ce montant sur un compte, en plus, la somme qui reste, vous devez encore rembourser des intérêts sur la dette. Vous comprenez aisément qu'il vous reste plus grand-chose pour vivre, d'autant plus qu'on ne peut pas fixer les prix des matières premières. Mais cette somme qui est placée, cette somme qui est placée sur le compte de la Banque de France, il faut voir quand même tous les pays, le montant financier que ça représente, donc est justifié soi-disant par le fait que plutôt que de partir à la fin de l'année chercher des fonds pour rétablir une situation économique, on préfère anticiper sur tout cela et demander à ce que les fonds soient bloqués en garantie. Bon, toujours est-il que 65% du revenu d'un État multiplié par le nombre d'États que ça représente, ça fait quand même une sacrée somme financière qui permet quand même à la France... On parle de quoi? On parle de millions, voire de milliards. Vous savez, quand vous dites simplement... On parle de milliards. Vous savez, quand vous dites simplement les sommes qui sont placées sur le livret A, par la population française, ça permet à l'économie donc d'assurer un certain nombre de choses. Vous voyez déjà ce que ça représente le livret A. Bon, il faut imaginer, les francs CFA, c'est 100 milliards de fois plus que le livret A. Personne n'en parle.
Blackout total. Il y a une équivalence. Vous voyez, blackout total. Les gens ne sont même pas informés de ce genre de choses. Non, mais ça nous paraît vraiment inconcevable, hein, toutes ces histoires. C'est quelque chose qui est ahurissant. Je dirais, si la France se retrouvait sous tutelle financière par rapport aux États-Unis, et on appliquerait à la France exactement ce qu'on applique à l'Afrique, vous verrez, les gens seraient tous dans la rue, mais là, pas pour une journée, ce serait pour toute l'année. Hein. Je voudrais un instant revenir sur ce qui vient d'être dit, sur l'origine de la zone et sur cette opacité. Je crois que c'est tout à fait juste de dire que ce système est très mal connu. Du côté français, il faut quand même savoir que la masse monétaire de la zone franc représente 3% de la masse monétaire de l'euro. Sur un élément, ce que vous disiez sur l'origine post-occupation qui aurait présidé à la création de la zone franc, hein, c'est parce que la France aurait eu une tutelle sous l'occupation, etc. C'est quand même parce qu'il y a eu la mise en place du système de Bretton Woods au lendemain de la guerre qui était déterminé par un ensemble de déterminations beaucoup plus complexes que ce système a été mis en place. Donc je pense que là, il y a un raccourci qu'il faut pas... Non, mais il y a des éléments là-dessus. Il y a quand même des éléments là-dessus. Oui, sûrement, mais bon, c'est un système global qui s'est créé à ce moment-là. Alors, sur le fonctionnement de la zone, moi, je ne vais pas défendre le fait que c'est favorable aux pays africains, loin de là. Hein. Il y a effectivement un certain nombre de problèmes, je vais simplement en citer 3. D'abord, il y a une incitation à un comportement rentier des banques centrales, parce que justement, ces banques centrales mettent leurs réserves au niveau du compte de trésor, qui est un compte rémunéré, et ça n'incite pas à faire la prise de risque qui est nécessaire à la création de l'activité économique et à l'accumulation de capital. Donc là, du coup, le système monétaire et financier joue mal son rôle. Un deuxième point, c'est la question du cours. Hein, ça, il faudra quand même qu'on vienne au fait que les pays de la zone franc subissent d'une certaine façon une politique monétaire qui est décidée pour des questions d'inflation des pays de la zone euro. Donc, un troisième point, c'est quand même la question symbolique et politique qui est ce maintien d'une tutelle comme ça. Alors, héritée de la colonisation, mais qui en tout cas aujourd'hui est vraiment totalement obsolète compte tenu de la diversification des partenaires de l'Afrique et sur lequel il faudra évidemment revenir. Bien sûr. D'accord. Alors, toujours par rapport à ce qu'il dit, parce que c'est important, c'est là où on voit la problématique du double discours, en disant que d'un côté il y a l'immigration en France et de l'autre de voir que c'est le système financier français qui est à l'origine quand même de cette immigration. Tout à fait. Ça, il faut quand même je voulais revenir. Donc quand la Banque centrale émet un franc CFA sous forme de monnaie, il faut qu'elle ait 0,2 francs CFA sous forme de devise auprès du Trésor français. Et c'est la condition de la garantie du taux de change fixe entre le CFA et l'euro. Et ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est que la Banque centrale ne couvre pas à 20% l'émission monétaire, mais à plus de 110%. Donc ça veut dire qu'il y a de l'argent qui pourrait servir à financer la croissance dans la zone UEMOA, qui n'est pas du tout mobilisé, qui est au niveau du Trésor français, parce que on se dit il faut qu'on ait le plus possible de réserves de change pour garantir notre émission monétaire. Alors on se demande à quoi sert l'assurance du Trésor français, puisque nous couvrons à plus de 100% notre émission monétaire. Certains économistes ont dit, même des économistes du FMI, que la BCAO pourrait anticiper le remboursement de la dette de nos États plutôt que de laisser cet argent dormir à Paris. Certains peuvent même suggérer l'utilisation de cet argent pour financer les fonds régionaux dont nous aurions besoin. Le fonds coton, par exemple, le fonds régional de développement agricole. On voit bien que les économies émergentes utilisent leurs réserves de change pour financer ce qu'on a appelé des fonds souverains. Quel effet le franc CFA justement en termes de mondialisation est-ce un obstacle finalement à la mondialisation de l'Afrique francophone? Oui. Le franc CFA maintient l'Afrique francophone en dehors de la mondialisation. Le taux de bancarisation est faible. L'investissement risqué est quasiment nul. Tout le crédit long est inexistant. Tout est concentré sur le court terme. L'emploi ne peut pas être financé dans ces conditions-là. Les banques locales ne savent pas financer l'investissement, mais le crédit court. Et la zone CFA maintient les pays africains dans un protectionnisme qui les éloigne du marché mondial.
tout est bureaucratique, tout est inefficace, et puis bien entendu, cela conduit bien sûr à beaucoup de sécurité pour les États, parce qu'on se retrouve avec des systèmes bancaires surliquides, des banques surliquides, dans un univers où il y a de nombreuses entreprises, des particuliers qui ont besoin de financement. Et comme le système, les taux d'intérêt, les mécanismes de garantie, la législation, la réglementation sont tels que les banques ne sont pas capables de financer les entreprises, la surliquidité n'est exploitée que par un seul agent, l'État, qui, lorsqu'il a besoin de financement, lance un emprunt obligataire, ramasse sur le marché les stocks de liquidités, et puis les banques sont tranquilles, assurance garantie, irresponsabilité garantie, et le résultat global, c'est cette situation des pays africains de la zone franc, qui ont une monnaie qui devrait leur permettre d'être développée, mais qui depuis 1960, année des indépendances, donc 50 ans après, ne sont pas plus développés que les pays anglophones ou les pays hors CFA, qui ont leur monnaie, qui prennent des risques, qui se gèrent. Alors si le CFA ne nous a pas donné un plus par rapport à l'absence du CFA, on peut se demander à quoi cette monnaie sert en réalité. Parce que nous ne disposons pas de nos richesses, nous n'avons pas défini nous-mêmes un système économique, nous n'avons pas choisi, nous n'avons pas décidé d'un système monétaire propre à nous, on n'a pas de système monétaire. C'est la France qui a décidé, par exemple, dans son espace, l'institution du franc CFA. Et c'est en 1945, en réalité, que la France a décidé d'imposer le franc CFA aux États, aux soi-disant les États africains. Et le franc CFA veut dire, dès le départ, c'était colonie française en Afrique. Plus tard, on a abouti à la communauté franco-africaine, le franc de la communauté franco-africaine. Et maintenant, on dit communauté financière africaine. Mais la réalité, c'est que le franc CFA n'est pas une décision des peuples africains. Et une fois que la France a imposé le franc CFA, c'est elle qui a décidé tout d'abord de garantir ce franc, et dans le système de garantie qu'elle a inventé, il y a ce qu'on appelle les comptes d'opération qui permet à la France tout d'abord d'exiger de 1945 jusqu'en 1973 la conservation de la totalité des avoirs des États africains en France. Et c'est la Banque de France qui gère ça. Et ça, personne n'en parle. Les grands financiers, les économistes, les monétaristes, tous, ils n'ont jamais parlé de ce truc. Parce que, voilà, l'Afrique est le seul, en réalité, l'Afrique est le seul continent au monde qui, en quelque sorte, fait de ses richesses à ses oppresseurs. C'est-à-dire qu'on prend l'argent de l'Afrique pour l'endetter, on endette l'Afrique, et l'Afrique, sur la dette contractée, sur ses propres fonds, doit payer le service de la dette. L'Afrique paie à la France et à d'autres pays une dette qui est son argent. Mais c'est énorme. Donc après 1973, il y a eu des discussions, puisque entre-temps, les pays africains étaient devenus indépendants. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Il y a eu des discussions, tout ça. Donc en 1973, bon, on est parvenu, la France et ses affiliés en Afrique sont parvenus à un accord qui a décidé maintenant de prendre 65% des avoirs extérieurs de l'Afrique. Donc, on a gardé, à partir de 1973, la France a décidé de confisquer, de stocker à la Banque de France 65% des avoirs extérieurs de l'Afrique. Soi-disant pour garantir la stabilité du franc CFA sur le marché international. À partir de 73
jusqu'en septembre 2005. C'est là qu'il y a encore eu des discussions et la France a décidé maintenant de concéder 50% des avoirs de l'Afrique aux Africains. Donc actuellement, 50% de toutes les recettes de l'Afrique sur le plan international sont stockées à la Banque de France. Et en 2005, il y a un rapport de la zone franc en Afrique qui a estimé à 6 300 milliards de francs CFA l'argent de l'Afrique confisqué par la Banque de France. 6 300 milliards de francs CFA, les avoirs d'Afrique, 6 300 milliards de francs CFA séjour sont actuellement en France. Et la France utilise cet argent pour concéder des prêts aux Africains, aux États africains. Et l'Afrique dit, bon voilà, ça se transforme en dette. Et après, nous payons le service de la dette sur notre propre argent pour enrichir la France. Dans le temps comme dans l'espace, lorsqu'on parle de la souveraineté des États, c'est trois choses, à savoir la monnaie, la défense, pour ne pas dire le militaire, et la constitution. Et dans ce triangle de souveraineté, l'élément le plus important, c'est la monnaie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a sa propre monnaie, on utilise cette monnaie et on met en mouvement le génie d'invention, le génie créatif de la population. La monnaie, c'est le carburant, c'est-à-dire vous avez une voiture neuve. Toutes les pièces sont au grand complet. Mais tant que vous n'y avez pas mis le carburant, la voiture ne bouge pas. C'est comme ça tous les pays. Donc, les États, les 15 États africains utilisateurs du franc CFA sont paralysés dans leur développement par une monnaie qui ne leur appartient pas. Donc, avant d'aller plus loin, il faut dire que lorsqu'on a sa monnaie, on fait travailler le peuple. Le peuple, en travaillant, non seulement arrive à satisfaire ses besoins, mais peut exporter. Et quand on exporte, on obtient l'argent des autres, qu'on appelle les devises. Et grâce à ces devises, on peut importer, par exemple, tout le matériel militaire et constituer l'armée, la défense. Ça devient le deuxième point du triangle. Et lorsqu'on est puissamment armé, et qu'on se nourrit, et qu'on est indépendant économiquement, à ce moment-là, personne ne viendra marcher sur votre constitution. Le troisième point du triangle est formé. Dans le cas particulier des 15 pays africains utilisateurs du franc CFA, eh bien, nous ne pourrons jamais observer ces triangles de souveraineté parce que la base, c'est-à-dire la monnaie qu'on appelle le franc CFA, ne leur appartient pas. Ici Piero San Giorgio, auteur de Survivre à l'effondrement économique pour Afro Insolent. Avant de partir en vacances, je voulais tout de même vous laisser avec une petite chronique qui, à mon avis, vous montrera à quel point nous sommes en train de changer de monde. Je lisais l'autre jour dans un journal un économiste suisse qui faisait remarquer qu'au fond, le franc suisse, avec le franc CFA, sont les derniers francs qui existent encore dans le monde, et surtout qu'ils sont tous liés à l'euro. Et oui, on le sait, le franc CFA qui couvre un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, et je crois aussi des Comores, est lié depuis 2000, depuis la création de l'euro, à celui-ci, à raison d'un taux de change qui est fixé. Eh bien, le franc suisse aussi. Vous ne le savez peut-être pas, mais le franc suisse, la Banque nationale suisse, a fixé, pour empêcher un renchérissement de l'euro, a fixé le franc suisse à 1,20 €. Donc 1,20 francs suisses achète 1 euro. Et c'est fixé. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, avec les économies européennes qui sont en train de s'enfoncer dans la dette, qui sont en train de s'enfoncer dans la récession économique, eh bien, nos monnaies suisses, pour moi, africaines, pour vous, sont en train d'être tirées dans un gouffre. Elles vont tomber elles aussi.
avec les impacts, les conséquences qui vont être importantes, puisque cela voudra dire que tous les produits que nous importons, et nous le savons à quel point l'Afrique, malheureusement, a été mise sous dépendance d'importation, notamment pour la nourriture. C'est incroyable, hein, des terres aussi fertiles, des pays finalement qui dans le passé ont toujours nourri largement leur population, ont été mis en place avec des productions agricoles pour l'exportation, coton, café, etc. Et on négligeait la nourriture et aujourd'hui il faut l'importer. Or, cette nourriture va devenir plus chère puisque le franc CFA va baisser puisqu'il est accroché à l'euro qui va lui-même baisser. Donc ça c'est un élément très intéressant. L'autre élément intéressant, et ça c'est lié, mais vous allez le voir, c'est que, vous le savez, l'Espagne va très très mal. Et le Fonds monétaire international, celui qui en gros a mis en esclavage la moitié des pays du monde, eh bien aujourd'hui se tourne vers l'Espagne en disant « Ah, c'est votre tour, on va devoir vous prêter de l'argent et donc vous allez devenir nos esclaves. » Et il commence à dire à l'Espagne qu'ils sont obligés d'emprunter pour pouvoir s'en sortir. Et l'Espagne, évidemment, s'est sentie outrée. Vous savez, les Espagnols sont des gens fiers, ça c'est une qualité. Mais enfin, le Premier ministre espagnol a eu cette remarque, à mon avis très maladroite. Il a dit « Comment vous nous proposez un prêt à nous, l'Espagne, mais enfin, voyons, nous ne sommes pas l'Ouganda ». Et donc, cette approche un peu, ce vieux réflexe supérieur, etc., bon, très bien, il est compréhensible, mais dans la réalité, il est ridicule, puisqu'en fait, l'économie de l'Ouganda marche très très bien aujourd'hui. Et c'est bien pour ça qu'il y a moins de chômage en Ouganda qu'en Espagne. La croissance économique de l'Ouganda, elle est de l'ordre de 4 à 5%, alors que celle espagnole, elle est en décroissance de 2% cette année. Bref, le Premier ministre espagnol, il fait son fier, il fait son coq, il fait son matador espagnol, mais en réalité, il devrait vraiment regarder la réalité de l'économie, et ça c'est vraiment un symbole de tout ce qui est en train de se passer en Europe. Le monde est en train de changer. Nous avons, dans les économies occidentales, pris toutes les mauvaises décisions possibles et imaginables. Nous nous sommes soumis à la finance internationale. Nous sommes devenus les esclaves économiques, financiers et de plus en plus dans l'économie réelle de la petite oligarchie mondialiste et de la finance internationale qui de plus en plus nous domine. Ça va mal se finir. Mais enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les économies européennes vont mal et au contraire, ce sont les économies d'autres pays, ici l'Ouganda, mais je peux en citer plein en Afrique, qui vont bien. Bref, et ça veut dire quoi par rapport au franc CFA et l'euro? Ça veut dire que c'est une immense erreur d'avoir une monnaie qui est partagée par un grand nombre de pays, qui est liée aux économies de pays qui vont mal, puisque justement, ces pays africains en l'occurrence vont plutôt bien. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez, malgré des économies qui vont bien, vous faire entraîner, en tout cas monétairement, dans la crise qui n'est pas la vôtre. Et ça c'est pas bien, c'est dangereux même. Parce que ça veut dire que vous allez importer une crise, vous allez importer de l'inflation, vous allez importer un renchérissement de toutes les importations, que ce soit du pétrole, de l'essence, de produits finis. Alors, peut-être qu'à terme, cela peut stimuler les économies africaines à développer leur propre production de produits finis, de produits manufacturiers, de raffineries pour produire l'essence. Vous savez que l'Afrique produit énormément de pétrole, mais qu'elle n'en raffine pratiquement pas. Elle l'exporte en Europe aux États-Unis, qui eux le raffinent pour en faire de l'essence, et ensuite il est réimporté avec une forte taxe et une forte valeur ajoutée en Afrique. Il y a énormément de cas comme ça. Je me souviens en Côte d'Ivoire, un des plus grands producteurs de cacao du monde, où il est impossible de trouver du chocolat ivoirien. Et oui, il est exporté en France ou en Suisse, où il est transformé en chocolat, et ensuite il est réexporté en Côte d'Ivoire beaucoup plus cher. Et tous ces mécanismes, on les voit pour toute la nourriture, pour toutes les productions, etc. Alors je ne veux pas faire une généralité, mais c'est quelque chose que l'on retrouve de manière très courante. Et donc, c'est là où il y a des opportunités de business, c'est là où il y a des opportunités de créer des entreprises, de créer des affaires qui vont être capables de produire pour la consommation locale, pour transformer localement la richesse de la terre, la richesse de l'agriculture, la richesse des matières premières localement, pour ce qui est bon pour les consommateurs, pour les citoyens des pays africains, etc. Et encore une fois, détachez-vous de l'Europe, détachez-vous des États-Unis, ce sont des mondes qui sont moribonds. J'espère évidemment qu'un jour ils sauront renaître, et ils sauront renaître plus justes et meilleurs. Mais aujourd'hui, ils sont en train de mourir, ils sont en train de s'effondrer, et ça va se faire dans la pauvreté, ça va se faire dans les larmes, et ça va se faire dans le sang.
sur ces notes de désespoir ou d'espoir, ça dépend de quel côté de la Méditerranée on se trouve, eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous de passer des excellentes vacances. Si vous prenez des vacances, certainement de bien vous reposer pour recommencer une année à la rentrée qui va être, j'espère, pour vous, vos familles et pour nous tous, excellente, prospère et surtout, dans nos têtes, libres. À très bientôt. C'était Piero San Giorgio, auteur du livre « Comment survivre à l'effondrement économique », accessoirement chroniqueur depuis un certain temps désormais et pour très longtemps encore pour Afro Insolent. Alors, quelle est la solution? Est-ce qu'on se dirige vers des monnaies nationales ou plutôt un currency board qui a pu montrer ses preuves aussi? La solution pour les classes politiques africaines, c'est le statu quo. Ne pas bouger, ça marche bien. En attendant le jour où le Trésor français, ou l'Élysée, ou les pouvoirs publics français décideront d'une évolution. La solution pour les populations africaines, c'est de tenter le bon, c'est de sortir du carcan du franc CFA, d'affronter la mondialisation comme il se doit, de créer des monnaies nationales si ces économies africaines le souhaitent. Mais je pense que dans un premier temps, c'est déjà de faire l'audit des comptes d'opération ouverts auprès du Trésor français. Et puis, compte tenu du contenu de l'audit, de voir ce qui est dû à qui. Et à partir de ce moment-là, faire un schéma de monnaie commune de ces pays francophones, indexé ou en liaison avec les grandes monnaies d'un panier de monnaies, le dollar, l'euro, le yen, le yuan, ça dépendra, et puis créer une monnaie convertible par ces économies qui vendent café et cacao, diamants et or, mais juste pour avoir des devises et faire fonctionner les États, mais sans aucune possibilité de gérer leur taux d'intérêt, de gérer les investissements, de gérer l'épargne, de gérer la retraite, rien du tout de cela. Et si on veut avoir tout cela, il vaut mieux avoir une monnaie. Une politique monétaire est sortie des politiques budgétaires qui, malheureusement, ne sont pas suffisantes pour gérer des économies pauvres et très endettées. Toutes les monnaies à l'heure actuelle ne sont que du papier. Que ce soit le dollar, l'euro, le yen, depuis que le président Nixon, le 15 août 1971, a coupé le lien entre le dollar et l'or, toutes les monnaies reposent sur du vent, sur du néant. Et c'est d'ailleurs ce qui explique en partie la crise actuelle. C'est-à-dire que les États, les banques centrales ont le pouvoir de créer de l'argent à partir du vent, de l'illusion. Nous disons que c'est un danger et la crise actuelle le prouve. C'est une crise aussi des monnaies papier. Or, nous disons qu'aux Africains, vous pouvez asseoir votre monnaie sur un certain nombre de biens et de services que nous appelons des biens et des services souverainisés. On pense tout de suite à l'or, par exemple, l'Afrique est riche en or, on pense aux ressources naturelles, le pétrole, et on oublie parfois, mais on peut bâtir la monnaie sur même des ressources agricoles, le manioc, etc., etc. Et même les services, pourquoi pas, les cours de mathématiques. Donc, en basant cette monnaie sur des ressources et sur des biens et des services souverainisés, quand on dit souverainisé, c'est que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si c'est le Parlement qui décide, et c'est le Parlement qui doit décider en histoire, en affaires monétaires, pas dans la gestion courante, mais les questions de fond doivent être débattues et décidées par le Parlement, et ceci peut se faire avec les parlements des pays. Hein? Ça peut se faire avec les parlements des pays. Et c'est comme ça que l'on va aller vers une monnaie qui sera au service des objectifs de développement, parce qu'on est bien obligé de voir que le franc CFA est un échec cuisant, du moins pour les Africains. Parce que pour la France, c'est une poule aux œufs d'or qui lui apporte énormément de recettes sans travail. Vous restez là, quelqu'un vient vous apporter de l'argent en compte d'opération, c'est-à-dire que quand vous vendez à l'extérieur, vous récoltez des dollars, vous récoltez, au lieu que vous revenez directement en Côte d'Ivoire avec, vous déposez en France. Et la France fait les conversions. Et la France ne fait aucun effort pour cela.
Donc, c'est quelque chose qu'il faut changer. Il s'agit donc d'essayer de proposer des voies nouvelles vers des objectifs de développement économique pour la population africaine, parce que les projections statistiques montrent que la population africaine, d'ici 2050, sera très largement supérieure, par exemple, à la population chinoise. Les gens croient que la Chine, les Chinois viennent en Afrique, mais à l'horizon 2050, d'après les statistiques des Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies pour la population, l'Afrique aura 1 milliard 997 millions d'habitants, donc presque 2 milliards. Et à ce moment, l'Afrique dépassera la Chine de 580 millions, donc c'est pas peu, énormément. Et le deuxième, ce sera l'Inde. Et l'Afrique dépassera l'Inde d'environ 400 millions. Donc il y a un grand potentiel. Et si on n'utilise pas la monnaie, entre autres, parce que la monnaie ne résout pas tout, il faut des politiques économiques responsables, il faut des dirigeants responsables, il faut un cadre institutionnel qui favorise l'entrepreneuriat, qui favorise l'initiative. Si on n'utilise pas tous ces instruments pour construire un cadre propice au développement économique, figurez-vous que ces 2 milliards de personnes, nous aurons en grande majorité, et ce sera la population la plus jeune du monde, si on n'a pas de travail, si elle n'est pas formée, nous avons le risque d'aller vers le chaos en Afrique. Ce qui se passe en Somalie aujourd'hui, malheureusement depuis quelques décennies, peut se généraliser à l'Afrique. Aucun pays africain n'est à l'abri. Nos frères somaliens ne sont pas différents de nous. Donc nous devons avoir des politiques monétaires responsables, nous devons avoir, avec l'objectif de souveraineté, l'objectif de développement pour l'Afrique, par les Africains, sinon nous avons des risques énormes, et des risques économiques et des risques sociaux énormes à résoudre. Mais l'Afrique a les moyens, l'Afrique vient de loin, l'Afrique peut réussir sur ce chemin. Et enfin, avant de m'attaquer au véritable problème sur lequel vous m'attendez, il faut savoir que d'ici l'an 2050, pour ne pas dire dans 40 ans, l'Afrique aura 2 milliards de personnes à nourrir. Dans ce système-là, eh bien, nous allons assister à des hécatombes. Dans ce système-là, ça veut dire qu'il faut une urgence de prise de conscience pour repenser l'Afrique. Donc, les solutions qui se dégagent, il y a ce que j'appelle la débernisation. Sortir de ce contrat de Berlin, où on nous a émiettés, où chacun se bat dans un micro-État. C'est à nous de prendre conscience de ça pour dire que le Zaïre, la Côte d'Ivoire, n'importe quel pays, pris isolement, ne peut rien faire contre ces grands blocs socio-économiques qui se forment à l'échelle planétaire. Deuxièmement, comment y parvenir? Eh bien, que ce soit vous, que ce soit moi, compte tenu de toutes les brimades, de toutes sortes que nous connaissons, et si nous sommes ici, malgré nous, ça veut dire qu'il y a un élément objectif qui nous attire vers l'Europe, comme les États-Unis. C'est manger, dormir. En un mot, satisfaire les besoins primaires. Or, ça, nous pouvons le trouver en Afrique. Mais encore faudrait-il que les Africains appliquent la solution. Quelle est cette solution? On l'a dit, mais il faut le répéter, c'est la transformation des matières premières. Mais pour que ça puisse se faire, il faut utiliser la loi des lois, qu'on appelle la Constitution, qui existe dans tous les pays du monde, donc dans les pays africains. Donc il faut constitutionnaliser la transformation des matières premières. Ça veut dire quoi? Que ce soit le Congo-Brazzaville, Congo-Zaïre, la Côte d'Ivoire, le Burkina, etc., si on dit la loi article 1, peu importe, mais en tout cas dans la loi des lois, il faut transformer les matières premières dans le pays. Donc, n'importe quel investisseur, qu'il soit national, qu'il soit étranger, exemple, il s'intéresse à l'uranium du Niger, qui est actuellement le dernier au monde, alors qu'il est 3e exportateur. Donc, créer une monnaie unique africaine, ce n'est pas de la mer à boire. On peut y parvenir. Donc, si nous faisons ça, eh bien, ça pourrait nous permettre de braver l'adversité. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez votre monnaie, elle dort dans une maison qu'on appelle la banque centrale. La banque centrale, c'est la mère de toutes les banques commerciales, où le citoyen lambda, vous et moi, nous avons notre compte.
Donc c'est la Banque centrale qui est toujours et toujours dans tous les pays du monde un établissement public. C'est cette Banque centrale, à travers elle, que l'État souverain donne des instructions. Exemple, je suis la Banque centrale, voilà les banques commerciales. À travers moi, l'État dit il faut favoriser l'habitat. Il faut donc diminuer le taux d'intérêt de la Banque centrale qu'on appelle le taux directeur. Exemple, 2%. Donc quand la banque commerciale vient emprunter l'argent chez moi, eh bien moi, je vais lui facturer à 2%. Mais comme par définition elle fait du commerce, elle va prêter, admettons, elle demande 100 millions, elle va prêter ces 100 millions à un agent économique que vous êtes. Eh bien, comme elle fait du commerce, elle va par exemple ajouter 5 points, ou même 10 points, j'exagère, c'est pas grave. 2 points plus 10 points, ça fait 12 points qu'elle va facturer aux commerçants, pour ne pas dire à l'agent économique. Et elle gagne les 10%. À partir du moment où l'agent économique a eu des crédits, que ce soit vous ici assis, ou n'importe qui, eh bien vous allez entreprendre. Ça veut dire quoi objectivement? Lorsqu'on ne veut pas qu'un pays se prenne en charge, moi je suis la Banque centrale. Si je ne veux pas que le peuple entreprenne, qu'est-ce qui va se passer? L'État me donne des instructions. On dit celui-là qui vient, qui veut investir dans tel secteur, ne lui donne pas de crédit. Ça c'est un fait. Mais pire, on dit bon, au lieu de lui prêter à 10%, il faut lui prêter à 20%, 25%. En un mot, on rend le crédit trop cher. Du coup, quelle est la conséquence? Le génie inventif, le génie créatif qui dort en chacun de vous, va toujours rester intact. C'est ça. Si vous voulez bien comprendre, vous fermez les yeux, vous les ouvrez. Puisque vous aimez bien la Banque mondiale, ou bien je ne sais pas, on dit la Banque mondiale, où est votre projet? On dit voilà, mon projet c'est 100 000 euros. Eh bien on dit, bon, compte tenu du fait que votre projet est intéressant, la Banque mondiale vous donne 200 000 euros. Allez réaliser votre plan, votre projet en Afrique. Est-ce que vous allez rester ici? Vous allez rester ici? On vous a donné l'argent, on dit d'aller réaliser votre projet. Vous allez rester ici dans ce coin-là? Non. Donc, vous voyez bien que comme vous ne pensez même pas un seul instant que vous pouvez accéder à ces crédits, un moment, on projette, on pense à un projet une fois, 2 fois, si vous êtes courageux 3 fois, mais après, vous vous interdisez de rêver. Vous vous interdisez de penser. Et c'est dans cette situation que nous sommes. En ce qui concerne le cas particulier de la zone franc, parce que c'est là que vous m'attendez, eh bien, il y a 15 pays d'Afrique. Parce que si on faisait la monnaie unique africaine, eh bien, on pourrait liquider ce problème des 15 pays d'Afrique dont je vais parler. Il y a 15 pays d'Afrique qui sont victimes du nazisme monétaire. Ce n'est pas de la métaphore. Ce sont des faits vécus ici en France. Le franc CFA veut dire le franc des colonies françaises d'Afrique. C'est une invention de la France, conformément à l'article 3 du décret 45-01-36, créé donc par le général de Gaulle, juste après la guerre. Seulement le général de Gaulle, qui est le père du franc CFA, a été inspiré par les nazis allemands, qui appliquaient le nazisme monétaire, non seulement à la France, mais à tous les pays conquis. Donc, pour ne pas rester passé ici, nous allons rapidement expliquer comment fonctionne la zone franc CFA, maintenant là où je vous parle. Eh bien, vous devez retenir qu'il y a ce qu'on appelle les institutions d'une part, et de l'autre côté, les 4 principes, qui bloquent de façon structurelle les 15 pays d'Afrique. Au niveau des institutions, nous avons ce qu'on appelle la conférence des chefs d'État, le conseil des ministres, les comités nationaux de crédit et les 3 banques centrales. Au niveau de la conférence des chefs d'État, c'est l'organe suprême qui décide qui entre et qui sort de la zone franc CFA. Il y a d'autres pouvoirs, mais je rappelle ça rapidement. Je vous dis ce qui existe maintenant sur papier. Deuxièmement, il y a le conseil des ministres qui est censé détenir la politique monétaire
et surtout qui a le pouvoir de dévaluer ou de réévaluer le franc CFA. Troisièmement, il y a les comités nationaux de crédit qui sont là pour, où il y a bien sûr le ministre de l'économie et des finances de chaque pays, qui, une fois on a décidé d'injecter, admettons, 100 milliards dans l'économie, est là pour exécuter. Et surtout l'élément sur lequel je vais m'attarder pour que tout le monde comprenne, ce sont les 3 banques centrales, qu'on appelle les institutions d'émission monétaire. Quelles sont ces 3 banques centrales? Il y a la BCEAO, qui regroupe 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, la BEAC, c'est-à-dire la Banque des États de l'Afrique centrale, et la République fédérale islamique des Comores. 8 plus 6 de la BEAC, plus 1, ça fait 15. Au niveau de la BEAC, non, au niveau des 3 banques centrales, il faut dire que la Banque centrale, comme n'importe quelle entreprise, enfin, disons, la Banque centrale est une grande entreprise. Et comme toute grande entreprise, elle a un conseil d'administration qui gère la Banque centrale. Mais la particularité, c'est que dans les 3 banques centrales, autrement dit, dans le conseil d'administration des 3 banques centrales, il y a des Français. Donnons donc la composition. Le conseil d'administration des Comores, il y a 8 administrateurs, dont 4 Français. Au niveau de la BEAC, il y a 13 administrateurs, dont 3 Français. Et au niveau de la BCEAO, il y a 16 administrateurs africains et 2 Français. Ça fait 18. Je vous parle de la composition maintenant, là. Bien. Qu'est-ce qui est la particularité? La particularité, c'est que ces Français qui sont présents dans ces 3 banques centrales ont le pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir de veto. Ils ont le droit de veto. Exemple, il est dit que le conseil d'administration, pour se réunir valablement au niveau des Comores, il faut au moins 5 administrateurs. Non, 6 administrateurs, ne serait que pour se réunir. Or, je vous ai dit, il y a 4 Comoriens et 4 Français. Donc, si l'ordre du jour ne les intéresse pas, ils font la politique de la chaise vide. Maintenant, même s'ils sont présents, on dit qu'il faut que les décisions, pour qu'elles soient valables, il faut qu'elles soient prises au minimum par 5 administrateurs. Donc, on peut débattre, mais au moment où on va délibérer, si les Français ne sont pas d'accord, ils votent contre et le pays est bloqué. Au niveau de, comme on appelle, de la BCEAO, tout comme au niveau de la BEAC, il est dit que la politique de développement, des crédits, etc., c'est toujours à l'unanimité. Donc, si on veut injecter une quantité de monnaie, exemple, on veut injecter à la BEAC, le conseil d'administration veut décider, admettons, pour injecter 1000 milliards, ben, il faut que les 3 Français soient d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, le pays est bloqué. Même chose pour la BCEAO. C'est ça qui est le fondement. Donc le niveau de développement socio-économique imposé que nous constatons dans les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest comme de l'Afrique centrale, c'est un niveau socio-économique imposé par la France. Ça, il faut qu'on le sache. Ceux qui vont lire le livre le verront. Autre chose. Donc, comme nous sommes limités dans le temps, je vais simplement rappeler brièvement 2 ou 3 inconvénients majeurs que tout le monde peut comprendre. Le principe de la libre convertibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que hier, si je prenais 100 francs CFA et j'obtenais 1 franc français, c'est ce que ça veut dire. Aujourd'hui, je prends 655,957 francs CFA et on me donne 1 euro. Voilà ce que ça veut dire, libre convertibilité, ça veut dire la convertibilité. Vous allez dire, mais c'est une bonne chose ça. Qu'est-ce qui est derrière? Ce qui est derrière, c'est ceci. Lorsque les pays, apprenant un pays comme la Côte d'Ivoire, vend pour 1000 milliards de yens aux Japonais, eh bien, comme la Côte d'Ivoire ne peut pas utiliser ces yens, elle les court et elle donne à la France. Et la France, au vu de ça, va appuyer sur sa machine, qui est à Chamalières, ici en France, près de Clermont-Ferrand.
et puis fabrique une fausse monnaie qu'on appelle le franc des colonies françaises d'Afrique et lui donne. Si vous voulez bien me comprendre, on va dire, voilà un pays comme le Cameroun. La monnaie utilisée par le Cameroun a été imposée par le Nigeria. Quand le Cameroun vend pour 1000 milliards de yens, ou bien 1000 milliards de dollars, le Cameroun ne peut pas utiliser ça, court, et donne les 1000 milliards de dollars au Nigeria. Et le Nigeria va fabriquer une monnaie que le Cameroun utilise. Est-ce que je me fais comprendre? Ça veut dire que les 15 pays d'Afrique, hier comme aujourd'hui encore, travaillent gratuitement pour enrichir la France. C'est ce que ça veut dire. Et comme il y a des économies certainement parmi vous ici, un des inconvénients majeurs, lorsque ce principe de libre convertibilité est un moyen puissant pour empêcher les Africains de faire de la création monétaire. C'est-à-dire, je suis le banquier. Le banquier crée de la monnaie. C'est-à-dire, je vais donner un exemple. Voici, je suis le banquier. Paul, il vient me confier à 200 millions. Voilà Pierre qui vient. Il vient me voir, le banquier. Il veut que je lui prête les 200 millions. Si je prends les 200 millions de Paul pour donner à Pierre, je n'ai pas fait de la création monétaire. Comme Pierre et Paul ne se connaissent pas, ils sont passés par moi, le banquier, et il y a donc, je suis simplement ce qu'on appelle un intermédiaire financier. La banque fait de l'intermédiation financière. Ce n'est pas ça le problème. Le véritable rôle d'un banquier, c'est de faire de la création monétaire en faisant des crédits. Or, pour faire crédit, il y a justement le processus de création monétaire, c'est-à-dire, je suis le banquier, Pierre vient me voir, je n'ai rien dans ma banque, et il dit, je veux 200 millions. Dans ma caisse, je n'ai rien. Je dis, d'accord. Ces 200 millions, je vais te les donner à un taux admettons de 12%. Et moi, je cours, je m'envoie à la banque centrale. Moi, le banquier commercial, parce que je fais du commerce, je m'envoie à la banque commerciale, qui va me prêter cet argent, admettons à 2%, 2% que je vais payer à la banque centrale, plus 10%, comme on appelle, enfin, je vais facturer à Pierre 12%, parce que 12 moins 2, moi je gagne 10%. Est-ce qu'on se fait comprendre? Bien, ça c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, et c'est là, il faut bien faire attention. Lorsque Pierre a vendu, admettons, pour 100 millions de dollars aux Américains, dans le pays, on n'utilise pas les dollars. Donc, il vient, il me donne à moi le banquier commercial. Au vu et au su de ça, je vais convertir en monnaie locale. Et je vais lui donner l'équivalent. Nous sommes en France, là. Je suis la banque. Voilà mon client. Il est venu à 100 millions de dollars. Nous sommes en euros, ici. Il a besoin des zéros, on est d'accord? Donc, je prends les 100 millions de dollars et en contrepartie, je lui donne des zéros. J'ai fait la conversion, là. On dit qu'il a fait de la création monétaire. Grâce, c'est-à-dire au vu et au su des devises. On appelle devise la monnaie des autres. C'est-à-dire, si je suis en France, où j'utilise l'euro, toutes les monnaies du monde qui ne sont pas l'euro constituent les devises. Si je suis en Côte d'Ivoire, si on utilise, ou bien au Ghana, parce que je suis au Ghana, on utilise le yen, non, le cedi. Toutes les monnaies du monde s'appellent les devises. Donc, le banquier crée de la monnaie en convertissant les devises en monnaie locale. Dans notre cas précis, dans le cas précis des 15 pays d'Afrique, tous ceux qui vont avoir comme devise, ils donnent ça à qui? À la France. Est-ce qu'ils peuvent maintenant créer de la monnaie? Non. Donc vous voyez bien que le principe de la libre convertibilité, voilà un des inconvénients. Deux inconvénients. Troisième inconvénient, c'est là que je vais m'arrêter, pour ce principe-là. Quand vous avez les CFA, en provenance, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest, vous avez les CFA. Je viens de la Côte d'Ivoire, j'ai dit, oh, je m'en vais au Cameroun voir mes amis. Et puis, quand je m'en vais sur le marché, je sors l'argent, les CFA. On dit, oh non, 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 ça vient de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas convertible.
le Camerounais, le Gabonais, il va en Côte d'Ivoire, il va au Burkina, il sort le CFA, c'est pas converti, il ne peut rien faire. Il faut qu'il passe par la banque pour avoir la convertibilité. Or, qui est derrière la banque? C'est la France. Ça veut dire que de façon stratégique, il s'agit de cloisonner commercialement, économiquement, ces deux zones dites monétaires. Au point que les échanges entre les deux zones-là, c'est au maximum 5%. Les échanges commerciaux entre la zone franc, entre la banque de la BCAO, tous les pays de la BCAO, les 8 pays de la BCAO, et les 6 pays de la BEAC, leurs échanges commerciaux, c'est entre 5 et 10%. Mais tout le monde est arrivé vers la France. C'est le but de rechercher. Puisque en tout combat, il y a des stratégies. Nous n'avons pas de stratégie. Notre stratégie, c'est nous entretuer. Parce que nous ne comprenons pas le système. Donc, deuxième principe, que j'appelle le principe de la... Parce que je vois qu'il veut me dire d'arrêter. C'est le principe de la centralisation des changes. Ça veut dire quoi? Avant 1973, tout ce qu'on gagnait, on donnait à la France. C'est à partir de 1973, ils ont dit, bon, au lieu de vous donner, de rechercher. Puisque en tout combat, il y a des stratégies. Nous n'avons pas de stratégie. Notre stratégie, c'est nous entretuer. Parce que nous ne comprenons pas le système. Donc, deuxième principe, que j'appelle le principe de la... Parce que je vois qu'il veut me dire d'arrêter. C'est le principe de la centralisation des changes. Ça veut dire quoi? Avant 1973, tout ce qu'on gagnait, on donnait à la France. C'est à partir de 1973, ils ont dit, bon, au lieu de vous donner, de nous donner à nous, la France, 100%, vous nous donnez 65%. C'est-à-dire, si vous avez gagné, admettons, 100 milliards de dollars, au lieu de nous donner les 100 milliards, nous sommes très gentils, mais nous prenons 65 milliards, ici, gardés au Trésor public français, et vous gardez 35 milliards. Maintenant, comme nous sommes toujours en train de faire les travaux, eh bien, ils ont dit, bon, ils font dans la vie malin. Maintenant où je vous parle, c'est 50%. C'est-à-dire, si nous gagnons 100 milliards, disons 1000 milliards, eh bien, on donne la moitié, c'est-à-dire 500 millions. Hein? 500 milliards, c'est ça? Voilà, 500 milliards à la France, et puis l'autre 500 milliards, c'est ce que nous gardons. C'est ça qui se passe maintenant. Bien. Donc, vous voyez bien que ce système-là, bon, pour ceux qui sont au Comores, c'est toujours 65%. Ce système, quelle est la conséquence? Il y en a plein. Vous voyez les capitaux importants des Africains sont stockés ici au Trésor public français dans des comptes qu'on appelle, les comptes courants qu'on appelle les comptes d'opération. Donc, lorsque vos capitaux dorment, est-ce que vous pouvez travailler? Bon. Autre inconvénient, lorsque 65% de vos ressources sont à l'étranger, ça veut dire qu'il y a, et que vous avez un chef d'État, puisque c'est eux qui gardent. Mais lorsque vous voulez vous rebeller contre la France, on n'a qu'à simplement mettre la main sur ça et vous avez affaire à vos fonctionnaires. Donc il y a une mise au pas, non seulement des dirigeants africains d'aujourd'hui, mais ceux de demain.